Mesdames et messieurs, je vous invite à vous rasseoir. Nous allons reprendre. Je sais qu'on a tous et toutes plein de trucs à se raconter, plein de questions à se poser, mais il y aura le temps à la fin de la journée. Merci de vous plier à notre emploi du temps un petit peu dense. Nous allons entamer la dernière session de la journée qui prend une forme un petit peu différente d'un échange entre deux personnes que nous apprécions beaucoup à Poitiers, Eva, que vous connaissez déjà, et Linda. Je vais vous les présenter un peu plus en détail. Eva Belgarbi travaille sur l'enseignement de la sculpture aux femmes en France et au Royaume-Uni entre 1863 et 1914. Depuis 2016, elle publie des articles scientifiques et participe à des colloques et journées d'études en France ou à l'étranger. Eva, tu es rédactrice du blog Un carnet genre et histoire de l'art et tu écris des recensions d'expositions sur les femmes artistes dans les musées. Tu interviens également dans les médias et tu rends accessible une histoire de l'art complexe des réseaux des femmes artistes. Cofondatrice du phare, tu coprésides l'association depuis sa création en 2023. Et Linda Iners, tu es docteur en histoire de l'art et conservatrice au National Museum de Stockholm, responsable de la collection de sculptures. En 2018-2022, tu as dirigé un projet de recherche sur les femmes sculpteurs nordiques. Le projet a abouti à l'exposition What a Joy to be a Sculptor, Swedish Women Sculptors, je vais le dire en français, les dates, ce sera plus simple, 1880-1920. Et à l'anthologie Nordic Women Sculptors at the Turn of the 20th Century, Formation, Visibility, Self-Creation, que vous pouvez consulter sur le côté. Parmi d'autres expositions peuvent être mentionnés Auguste Rodin et la Scandinavie en 2015 et Pierre Bonnard et les pays nordiques en 2025. Votre communication conjointe portera donc sur Être femme et sculpteur à Paris autour de 1900, autour de la figure de Ruth Millès et ses contemporaines. Merci à toutes les deux. Je dis ce qu'on va faire. Alors, merci beaucoup Camille, merci Manon d'avoir proposé en fait qu'on discute sur la sculpture, puisque si vous avez vu l'exposition La Musée, vous avez pu constater qu'il y a très peu de sculptures, mais en fait c'est normal. Et d'ailleurs on va un peu en discuter avec Linda. Donc Linda va commencer par retracer le parcours de Ruth Millès. Et ensuite, je prendrai le relais pour montrer qu'il n'y a pas que Ruth Millès à Paris, à la fin du 19e, au début du 20e. Voilà, après, en plus, on pourra discuter ensemble, mais avec vous aussi, si vous avez des questions, surtout. Surtout que dans la salle, il y a des gens qui aiment la sculpture et qui ont travaillé dessus. Évidemment, Anne Rivière qui est présente. Et puis, il y a aussi Katia Schall qui est là, qui travaille sur les médailleuses. Donc, on pourra échanger sur ces questions. Voilà. Donc, Linda, à toi. Oui, merci. Et moi aussi, d'abord, je voudrais remercier Manon et Camille de m'avoir invitée à cette occasion. Et je voudrais que vous m'excusez pour mon français, je vais faire mon mieux. Et je voudrais aussi dire que j'étais surprise et ravie d'apprendre que parmi les œuvres de la donation spectaculaire d'Eugénie Debreuil,
Et il y avait une sculpture de Ruth Milles qu'on a pu voir aussi sur l'écran, l'image de la journée. On regarde la sculpture d'un petit buste de Ruth Milles. Voilà, elle est magnifique. Ruth Milles, et je serais ravie aussi de savoir après pourquoi et comment vous avez trouvé cette sculpture. Ruth Milles, cette sculptrice suédoise, est aujourd'hui beaucoup moins connue que son frère, Carl Milles, qui est un des plus connus sculpteurs en Suède, en fait. Peut-être le plus connu. Mais à l'époque, à la fin du 19e siècle, au début du 20e siècle, les deux, le frère et la sœur, étaient à Paris. Et Ruth Milles, à l'époque, elle était peut-être encore plus connue et a eu plus de succès encore que son frère. Elle était la grande star. Et c'était donc à la fin du 19e siècle qu'ils se trouvent à Paris, tous les deux. Et ils sont connus du succès par leurs petites statuettes de genre, du type qu'on peut donc voir ici. Et Ruth Milles et son frère, donc Carl. Ah oui, je peux faire avec ça, oui. Donc, en fait, leur nom de naissance n'était pas Milles, c'était Andersson en suédois. Et Milles, c'est un nom qu'ils ont pris de leur père, qui s'appelait Emil Andersson. Donc, c'est une sorte de jeu de mots avec Emil, ça devient Milles, quand ils sont devenus artistes. Et leur enfance a été assez aisée. Mais, et donc, Ruth, elle a pu commencer à l'école comme fille, d'abord dans une école pour les filles, et ensuite, elle a pu continuer les études à l'école technique à Stockholm, l'école pour les arts appliqués, qui a servi surtout pour éduquer les personnes qui voulaient devenir des profs ou des profs de dessin ou des profs d'art. Des professeurs d'art. Et cette école aussi a ouvert aux femmes déjà dans les années 1850. Et au bout de 3 ans, Ruth, elle a pu entrer dans l'Académie de Beaux-Arts, qui était également ouvert aux femmes depuis 1864, donc 30 ans avant la France. Donc c'était très tôt. On dit que c'était peut-être le plus tôt dans le monde même, je pense, pour une école publique. Donc, c'est une occasion qui a donc servi à beaucoup de femmes de pouvoir continuer leur éducation professionnelle pour devenir artistes et aussi donc, des sculpteurs. Donc, Ruth Milles, elle n'était pas la seule sculptrice à l'époque suédoise. Il y en avait d'autres aussi, des Suédoises. Et des Scandinaves aussi à l'époque, qui sont venus étudier à Stockholm. Mais cette académie, donc, à l'académie, elles ont eu la possibilité de gagner aussi des bourses et pour pouvoir poursuivre leurs études en France, surtout en France, à l'étranger. Et donc, c'est ce qui s'est passé aussi avec Ruth Milles. On voit ici une image où elle est... il y a une flèche sur Ruth avec ses collègues, ses camarades à l'académie. Et donc, au bout de... Elle a étudié pendant du 94 à 98. Et elle a remporté le 2e prix de sculpture. Et ensuite, il semble qu'elle a été libérée pour... donc partir en France pour rejoindre son frère. Elle n'a pas eu une bourse proprement dit, mais elle a pu rejoindre son frère, Carl, qui était déjà à Paris. Lui, par contre, il n'avait pas étudié à l'académie. C'était seule Ruth qui avait fait ça. Ah oui, je vais faire avec ça. Voilà. On la voit encore avec d'autres artistes, notamment, donc elle est celle qui est, je vais flash.
elle est là, ici, Ruth. Là, c'est la sculptrice Alice Nordin. Là, c'est une autre sculptrice, Gerda Springhorn. Et donc, d'autres collègues peintres à l'Académie à Stockholm. Et donc, à Paris, Carl Milles était déjà à Paris en 1897. Il n'avait pas donc suivi des cours à l'école, à l'Académie, mais à l'école technique. Et quand Ruth arrive à Paris en octobre 1898, elle décrit la ville, et je vais citer. Ma première impression de Paris a été bruyante, interminable et sale. Je ne savais pas encore que je finirais par aimer autant cette ville. Émile m'avait loué un studio au rez-de-chaussée d'un grand immeuble d'atelier au 9 rue Campagne Première. C'était désagréable et je n'arriverais pas à trouver l'inspiration pour y travailler. Il l'avait pris à cause du prix, bas, 300 francs par an. Émile, il avait lui-même un atelier pittoresquement situé dans un jardin et dont les murs extérieurs étaient tapissés de lierre. Mais c'était froid et humide, inconfortable. C'était au 9 rue de la Grande Chaumière. Donc, elle continue. Mon studio était loué pour 1 an, mais j'ai immédiatement quitté afin d'avoir un meilleur logement à la fin de l'année. Entre-temps, j'ai travaillé sur une sculpture grandeur nature. J'avais peu d'argent et après avoir tenté des travaux possibles et impossibles, surtout des illustrations pour des magazines suédois de Noël et pour des enfants, à des prix beaucoup trop bas, j'ai eu l'idée de modeler ces petites paysannes françaises, telles que la fillette à l'oie ou la chaperonne rouge. Ah oui, là on voit Émile, le Carl Emil, je dis Émile. Il s'appelait Carl Emil, ça c'est un peu Carl Emil Milles. Là on voit Carl et Ruth dans l'atelier de Carl. Et là, voilà les paysannes. Donc, elle dit qu'elle a eu l'idée de modeler ces petites paysannes françaises, telles que la fillette à l'oie ou le petit chaperon rouge, Yvonne, un coup de vent, paysanne de Montigny, etc. Et celles-ci ont fait que les marchands d'art se battent. Je peux dire, sans exagérer, que c'est moi qui ai lancé cette branche dans l'art. Fin de citation. Et nous voyons donc quelques exemples ici, dont est issu aussi le buste qui est au musée ici à Poitiers. Donc elle en a fait plusieurs des exemples, et c'est pas facile toujours de pouvoir les nommer ou de leur donner un titre parce qu'elles sont beaucoup proches l'un à l'autre et on ne sait pas exactement. Il faut en fait feuilleter les anciens magazines ou les cartes postales, parfois elles sont publiées, pour pouvoir aussi les nommer proprement dit. Mais il y a des paysannes, il y a celle-là qui s'appelle Yvonne. C'est une bretonne, oui. Mais là, un autre qui s'appelle Un coup de vent. Hollandaise, une jeune hollandaise avec des fleurs. Hollandaise dans le vent, ou alors jeune pêcheuse hollandaise. Un coup de vent encore. Ou peut-être c'était le chaperon rouge bretonne, vous dites, pas fille hollandaise cette fois avec le chapeau. Mais au printemps de 1899, Ruth, elle a eu des problèmes de santé, tuberculose et pneumonie. Elle s'est rendue en Bretagne où la population de pêcheurs lui a inspiré à plusieurs œuvres, comme on a pu voir. Elle continue à travailler à Paris. Au cours de l'été en 1901, elle a fait un voyage sur la côte normande, puis à nouveau à l'été suivant. Aussi, elle a habité dans les environs de Fontainebleau. Elle prend aussi des cours à l'Académie de Colarossi. Et je cite encore de son autobiographie qui n'est pas publiée.
Ce fut un temps très heureux. Nous allions parfois dessiner le soir à l'atelier Colarossi et nous assistons des cours d'anatomie à l'école des Beaux-Arts à la rue Bonaparte. Le professeur qui donnait les cours faisait mettre les cadavres dans une sorte de position tournante afin qu'ils soient visibles pour tous dans la grande salle d'amphithéâtre. C'était des fils de tous les coins du monde qui y étaient. Fin citation. Et pendant son séjour à Paris, elle a aussi exposé au Salon et elle a même elle a exposé au Salon et elle a même eu une mention pour la sculpture en 1902. Elle a exposé au Salon pendant 1902 et 1908. Et outre que le modelage de ces statuettes de petites paysannes françaises, fondues en bronze ou éditées dans des autres matières, elle a tenté de gagner sa vie grâce à l'illustration. Elle travaille à la rédaction dans un atelier de reproduction situé dans les environs de Versailles, ce qu'elle a décrit comme que c'est quelque chose qui tue l'âme, elle dit. Et l'aventure dans la sculpture de genre est en fait une société que Ruth et Carl Milles a fait avec un autre sculpteur, Bernard Höttger, que vous pouvez voir maintenant à l'exposition Höttger et Claudel à Bremen. Donc Ruth, Carl Emil Milles et Bernard Höttger ont fondé la Société des artistes réalistes en 1901. Et l'idée, c'était d'avoir des agents qui s'occupaient de la vente à l'échelle internationale. Carl Milles, il a décrit qu'à cette époque, il écrit dans une lettre à sa fiancée, « La moitié de Paris est inondée d'œuvres de Ruth et moi ». Les œuvres sont également réalisées en terre cuite à la fabrique de terre cuite de Cacciapuoti, et une personne qui s'appelle Perdou était l'agent de ces sculpteurs à l'aide de la conclusion des contrats. Et au début, tout se passait bien, mais Perdou les a trompés en mascopie avec la fabrique en terre cuite. Et lors d'un séjour à Paris plus tard, Carl Milles a vu une petite paysanne avec les oies qui avait été éditée donc, dans des centaines d'exemplaires sans leurs autorités. Et c'était surtout le fondeur, éditeur, galériste Blot qui était pionnière de l'édition de bronze de ce type. Et sa collaboration avec Camille Claudel et Höttger est peut-être le plus célèbre, mais aussi donc avec Ruth Milles. En novembre 1905, cependant, Ruth, elle écrit dans une lettre qu'elle n'avait pas donné de statuettes à Blot. Ce qui pourrait peut-être indiquer qu'il a continué à fondre les statuettes sans un véritable contrat avec elle. C'est difficile à dire. Mais une autre chose avec Ruth Milles, c'est qu'elle est tombée malade donc très tôt. Et donc, au début de l'année 1903, elle est encore hospitalisée. Elle a dû quitter la France pour la Suède en 1903. Et en Suède, la santé de Ruth s'est empirée et elle continue dans la sculpture. Elle réalise des statuettes dans ce même genre qui sont éditées et vendues par une fonderie suédoise, Herman Bergman, à Stockholm. Et elle a eu aussi des commandes publiques. Et la presse parle beaucoup d'elle de cette époque. Oui, on voit les jolies photos ici de cette buste. Elle est aussi, les magazines écrivent des articles sur Ruth Milles, elle est très connue à l'époque. Elle est mentionnée souvent par sa main féminine, sa main douce et féminine, on l'a entendu déjà aujourd'hui. Mais sa santé donc s'est empirée et elle quitte ensuite la Suède pour Rome à l'âge de 59 ans. Elle a à cette époque arrêté à sculpter, elle fait plutôt des illustrations, mais ce qu'elle fait encore plus, c'est de vraiment mettre en avant son frère, Carl Milles. Voilà, un autre journal. Et donc, le musée de Carl Milles est inauguré après la mort
de Carl Milles. Ruth Milles, malheureusement, est plutôt tombée à l'oubli. Mais grâce à la recherche qu'on fait maintenant et aux achats qui ont été faits, elle peut encore être reconnue comme le grand artiste qu'elle était. Et je laisse la parole à toi pour la mettre dans le contexte. Allez, on la met dans le contexte. Ouais. Merci Linda. Ouais, et puis en plus, du coup, il n'y a pas beaucoup de Ruth Milles en France dans les collections françaises. Du coup, maintenant. Ouais, on en discutera tout à l'heure. Alors, oui, je vois qu'en plus, petit problème de PowerPoint, mais peu importe. Oui, donc moi, la tâche m'incombe de remettre Ruth Milles dans le contexte de Paris fin 19e. Pour ce faire, je voulais commencer avec l'entrée officielle des femmes à l'école des Beaux-Arts, donc en 1897, mais les ateliers sont créés après cette date. On voit un peu quelle était l'ambiance à l'époque, lorsque cette entrée officielle des femmes à l'école des Beaux-Arts a été actée. Vous voyez une caricature ici de 1896 qui vous montre pourquoi est-ce qu'il ne faudrait pas avoir des femmes à l'école des Beaux-Arts, tout simplement parce qu'elles se feraient chahuter, pour être poli, par les étudiants de l'école des Beaux-Arts qui les tourmenteraient et en fait en feraient des objets de bizutage. Mais bon, malgré ça, des ateliers ouvrent. Alors, on a beaucoup de documentation, beaucoup, tout est relatif dans l'histoire des femmes en général. On sait que beaucoup, c'est 2-3 photos. Mais on a des documents visuels pour les ateliers de peinture, donc l'atelier Humbert que vous voyez ici, mais un peu moins pour la sculpture. La sculpture est toujours moins étudiée, ça commence à changer maintenant, mais on a moins de choses en fait sur les sculptrices parce que déjà, forcément, elles étaient moins à l'époque par rapport aux femmes peintres, parce qu'on dirigeait plus facilement en fait les femmes qui voulaient avoir une carrière artistique vers la peinture que vers la sculpture. Ça, c'est dû aux stéréotypes de genre qui sont le résultat de croyances, notamment sur la sculpture qui serait un art où on aurait besoin de gros muscles. Et puis, comme on l'a déjà dit, les femmes, ça a des petits doigts roses, bien évidemment. Alors même qu'en fait, la sculpture, même dans l'atelier du sculpteur, le sculpteur n'est jamais seul face à son bloc de marbre. En fait, le sculpteur a toujours des assistants, des praticiens autour de lui. Donc, c'est pas lui tout seul et ses gros muscles face à la terre ou à la pierre. Et puis aussi, on va plus diriger les femmes vers des carrières de peintres ou des arts décoratifs, parce qu'on considère que c'est plus conforme à leur soi-disant nature. Et puis, c'est moins, c'est moins sale de manier le pinceau et de faire des choses délicates que de manier la terre, la travailler, ou même le plâtre, ça fait de la poussière. C'est pas très lady, quoi, en gros. Je caricature évidemment, mais c'est un peu ça l'esprit. En France, on est, comme Linda en fait l'a dit très justement, on est un peu en retard en termes d'ouverture de l'école des Beaux-Arts aux femmes, puisque en fait, à Stockholm, mais aussi en Angleterre, qui moi est plutôt mon champ de recherche. En Angleterre, on a déjà des académies et des écoles qui forment très bien d'ailleurs les femmes à la sculpture. Ici, je vous ai mis une illustration de la Slade School, School of Art, qui proposait en fait des cours aux sculptrices. Et ce qui est intéressant, c'est que même si ces sculptrices, et ça, on a aussi un point commun du coup avec Ruth Milles, c'est que même si ces sculptrices avaient chez elles à disposition finalement des cours de sculpture dans des académies et dans des écoles,
elles viennent quand même à Paris, alors même que l'école des beaux-arts n'est pas ouverte aux femmes. Ça nous montre quelque chose qui n'est pas forcément contradictoire, mais qui montre que finalement, c'est pas l'école des beaux-arts qui les intéresse tant que ça à Paris. C'est plutôt un Paris cosmopolite qui les intéresse, c'est plutôt les académies privées et les professeurs de sculpture qui habitent à Paris. Et comme le disait tout à fait Linda, il y a un marché de l'art à Paris qui est plus important pour la sculpture, en tout cas, qu'en Angleterre, par exemple. Ça, on le sait via des témoignages d'artistes et puis aussi par une certaine réalité en fait, du marché. Alors moi, j'adore ce tableau que j'ai montré récemment à New York. Je le dis parce que au départ, je voulais pas l'intégrer ici, mais c'est juste pour vous montrer qu'en fait, les femmes, elles ont toujours été dans les ateliers. Elles ont toujours été présentes, et pas qu'en tant que modèles, mais aussi en tant que créatrices. Et là où on fait aussi le lien avec Ruth Milles, c'est que souvent, c'est les sculptrices, en tout cas que nous, on a dans nos corpus, ce sont souvent des femmes qui sont des épouses de sculpteurs ou des filles de sculpteurs ou qui vont finalement dans leur parentèle, dans leur milieu familiaux, des artistes. Et donc là, on le voit très bien parce que si vous l'avez repéré, on a... Eh oui, on a une sculptrice qui sculpte dans le même espace que son mari, qui est ici, qui s'appelle Honoré Icard. Et d'ailleurs, en fait, quand il a été exposé, ce tableau, c'était sous l'appellation Atelier du statuaire Honoré Icard. Mais il y avait aussi Francine Ducrot-Icard, donc son épouse ici. Et vous voyez qu'elle est aussi dans un espace avec des hommes, dont un homme tout nu. Donc là, on est un petit peu dans... en fait, cette toile que moi, je ne connaissais pas avant il y a quelques mois, finalement, permet aussi d'aller à l'encontre des idées reçues autour de la formation ou même du travail des sculptrices, parce que vous voyez que là, elles travaillent dans un endroit où il y a des hommes, dont un homme nu. Et puis aussi, le cas des Icard est assez particulier parce qu'ils signaient tous les deux, le couple signait tous les deux leurs œuvres communes. Moi, c'est pour l'instant en tout cas un des rares exemples que j'ai trouvé de manière aussi poussée en termes de collaboration. Mais si ça se trouve, voilà, ce n'étaient pas les seuls. Donc ça, c'est juste pour vous montrer que elles sont présentes dans les académies, elles sont aussi présentes dans l'atelier. Là, elles travaillent, mais il y a aussi d'autres exemples où elles assistent en fait aussi leurs époux et où elles-mêmes après peuvent avoir une pratique de la sculpture. Bon, évidemment, Camille Claudel, que vous connaissez, surtout ici à Poitiers, qui fait quand même partie des musées qui a le plus d'œuvres de Camille Claudel en France. Et qu'on pourra voir de toute façon dans le parcours permanent demain lors de visites ou même, voilà, pas tout de suite maintenant parce que je parle, mais après, qui est quand même une sculptrice qui a, comme le disait aussi Linda et comme on l'a répété aujourd'hui, qui a fait l'objet d'une redécouverte, notamment grâce aux travaux d'Anne Rivière, mais aussi de Bruno Godichon et voilà, de chercheurs et de musées d'ailleurs dans les années 80. J'en profite aussi pour faire vite fait de la pub pour une exposition qui va avoir lieu dès septembre 2025 sur Camille Claudel et ses contemporaines. Et ça, c'est quand même formidable pour toute personne qui aime bien la sculpture comme moi. Mais au-delà de ça, c'est toujours très rare les expositions de sculptrices. On a eu Sculpturel en 2011 au musée des années 30 à Boulogne. Mais c'est toujours rare parce que souvent, quand on parle de femmes artistes, on exclut souvent la sculpture. Souvent, c'est femmes peintres. Bon, voilà. Mais donc là, grâce au musée Camille Claudel de Nogent, puis le musée des Beaux-Arts de Tours, puis le musée de Pont-Aven, cette exposition pour laquelle le commissariat est assuré par Anne Rivière,
va permettre justement au grand public de découvrir toutes ces sculptrices qui étaient présentes à Paris, dont Ruth Millès, voilà, parce qu'elle faisait partie de tous ces cercles-là. Alors, pas forcément du cercle de Camille Claudel, même si elles ont quand même un point commun, c'est que toutes les deux, elles sont allées à l'Académie Colarossi. L'Académie Colarossi, donc, qui est une académie privée, c'est-à-dire que vous devez payer pour y rentrer, contrairement à l'École des Beaux-Arts qui est gratuite, mais sur concours. L'Académie Colarossi, vous êtes une femme, vous payez plus cher vos frais d'inscription que si vous êtes un homme. Parce que oui, on considère en fait que comme vous êtes une femme, ça veut dire que derrière vous, si vous vous inscrivez à ce genre de formation, ça veut dire que vous avez une famille qui vous soutient et qui peut vous payer ses cours et que vous n'avez pas besoin de travailler, en gros. Ce qui est intéressant à l'Académie Colarossi, c'est qu'on a des cours d'après le modèle vivant aussi. Et puis, on croise énormément de nationalités. C'est comme pour l'Académie Julian, on a énormément de sculptrices de tous les pays. Moi, je le vois notamment pour les Anglaises. D'ailleurs, vous avez une Anglaise ici qui est Jessie Lipscomb sur cette photo, sur ces photos, qui était une amie de Camille Claudel et qui a travaillé avec elle. Et c'est marrant parce qu'on parlait du quartier de Montparnasse, rue Campagne Première, rue de la Grande Chaumière. La rue Notre-Dame-des-Champs est une des rues adjacentes. Et c'était vraiment le cœur battant de Montparnasse où elles avaient toutes un atelier, ou en tout cas elles logeaient là aussi. C'était vraiment le point de chute pour ces sculptrices. En fait, ça, on le voit notamment grâce au catalogue de salons qui nous permet de relever leurs adresses et de cartographier un petit peu tous ces ateliers. Et on voit bien qu'elles sont toujours concentrées au même endroit, quoi. Donc ça, c'est quand même... ça veut quand même dire quelque chose. Ça veut dire que même si elles ne se connaissaient pas très personnellement, en tout cas, elles se sont croisées. Et elles allaient dans les mêmes endroits, elles voyaient les mêmes choses. Et ça, c'est quand même... je pense que Ruth Millès, elle n'était pas la seule à penser que Paris, c'était un peu sale. Ça, je le sais aussi pour des Anglaises qui se font la réflexion. C'est marrant aussi de voir les stéréotypes... les préjugés sur les pays ou les nationalités. Les Anglaises passent pour des prudes, ce qui est très marrant, parce que voilà. Mais alors moi, celle que moi j'aime bien, évidemment, c'est Ottilie McLaren Wallace, qui, en tout cas, moi, a été ma porte d'entrée pour mon sujet de thèse, commencé en 2017, parce que j'étais... bref, je ne vais pas vous raconter ma vie, mais en gros, moi, je l'ai rencontrée, cette sculptrice dont vous voyez le portrait là, qui, moi, à mon époque, était intitulé Unknown Woman, mais que j'ai identifié comme étant le portrait d'Ottilie McLaren. En fait, j'ai vu dans une exposition à Édimbourg un buste. Vous voyez, on parle beaucoup de bustes aujourd'hui. Un buste qu'elle avait fait. Et ça faisait partie des rares sculptures qui étaient exposées dans cette exposition donc, de femmes artistes écossaises. Et je me suis dit, tiens, c'est un peu marrant. Creusons un peu aussi, parce que je n'avais pas du tout envie de travailler sur Rodin. Voilà. Parce que quand vous travaillez sur la sculpture 19e, c'est toujours bien d'aller voir au-delà de Rodin, parce que vous découvrez notamment des femmes. Et puis, je vous ai mis ces deux photos, parce que donc, moi, ça a été un peu ma découverte personnelle, hein, parce qu'il y avait déjà des gens qui avaient travaillé dessus, sur ce buste. Et puis, je vous mets aussi cette sculpture ici, parce que on a parlé du marché de l'art très tôt ce matin. On en a un petit peu parlé pendant la journée. Cette sculpture qui est là, donc ce plâtre, moi je l'ai vu il y a 1 an chez un marchand parisien qui l'a proposé à un grand musée monographique de sculpture d'un homme sculpteur parisien qui n'en a pas voulu. Alors même qu'au final, en fait, Ottilie McLaren, elle a été l'élève de Rodin. Ça, on le sait grâce à sa correspondance. Rodin lui a même confié une œuvre à réaliser à partir d'une œuvre à lui. Elle a bénéficié de ses conseils. Elle lui a même demandé l'autorisation pour s'appeler élève de Rodin. Il lui a accordé. Enfin, voilà, elle a quand même des liens avec lui.
Mais donc, ce grand musée français d'un sculpteur français a refusé en fait d'acquérir ce buste qui n'était pas vendu en plus ultra cher, ça je tiens quand même à le dire. Et en fait, ce buste maintenant, il est à Denver, aux États-Unis, parce que aux États-Unis, voilà, ils se sont dit, bah non, mais c'est intéressant quand même. Et d'ailleurs, ce grand musée français d'un sculpteur français, quand il a su que cette œuvre allait à Denver, a montré un certain intérêt quand même pour cette sculpture, mais bon, elle est quand même partie à Denver. Voilà. Donc non, en fait, je vous dis tout ça non pas pour être grinçante, désagréable ou que sais-je, mais tout simplement pour vous dire que on parlait beaucoup des œuvres de femmes artistes sur le marché de l'art qui ont pris de la valeur avec le temps, avec les années, dû notamment à voilà, tout le travail que font les musées dans la valorisation de ces artistes, mais aussi des chercheurs et chercheuses. Mais voilà, il y a des fois des bonnes occasions à saisir. Ça aurait pu être la première œuvre de Tilly McLaren dans une collection française, et bon, ça n'est pas le cas. C'est pas très grave en soi, mais en tout cas, voilà, comme on parlait du marché de l'art, je trouvais ça intéressant de vous la mentionner. Ensuite, aujourd'hui aussi, on a parlé un peu donc, de l'Union des femmes peintres et sculpteurs. On en a parlé ce matin et puis même au cours de la journée. Donc, je voulais quand même vous montrer une image de Hélène Berthaud, qui est donc une sculptrice, mais aussi qui est donc fondatrice de l'Union des femmes peintres et sculpteurs en 1881. Elle est importante parce que voilà, tout ce qu'elle a fait, notamment pour cette union, mais aussi parce que c'est une sculptrice qui fait partie des rares sculptrices au salon dans les années 1860-1870. Après, ça se densifie un petit peu au fil des années, mais elle fait quand même partie des quelques sculptrices présentes au salon, et en plus qui a aussi des commandes publiques, notamment sur la façade du Louvre. Il y a des sculptures d'elle, par exemple, ce qu'on ne sait pas toujours quand on voit le Louvre. Et puis, je vous ai mis en écho un peu donc une autre sculptrice d'une autre génération, qui est Lucienne Heuvelman, qui, elle, est la première femme à remporter un prix de Rome. Et le premier prix de Rome remporté par une femme est remporté par une sculptrice. Donc avant Odette Pauvert, que vous connaissez aussi à Poitiers, dont on a parlé ce matin, parce que voilà, elle fait partie des collections, et d'ailleurs elle est exposée. Il y a une peinture d'elle qui est exposée dans les collections permanentes. Odette Pauvert, elle a le prix de Rome de sculpture en 1926, 28 de peinture. J'ai dit quoi? Allez. Ouais, moi, j'ai un tropisme sculpture, voilà, désolée. Mais donc, Odette Pauvert, peinture, prix de Rome, 1926, alors que Lucienne Heuvelman, c'est la Prums, et c'est en 1911, donc avant la Première Guerre mondiale, et elle va à Rome après, dans la foulée. Et c'est très intéressant parce que Lucienne Heuvelman, c'est une des premières à rentrer à l'école des Beaux-Arts de Paris, alors que Hélène Berthaud, elle, s'est battue pour que les femmes rentrent à l'école des Beaux-Arts. Lucienne Heuvelman, elle écrit à Hélène Berthaud, elle écrit plutôt à Léon Berthaud, donc l'époux d'Hélène Berthaud, qu'elle lui doit une dette très forte, parce que grâce au combat d'Hélène Berthaud, elle a pu rentrer à l'école des Beaux-Arts et suivre tout ce chemin et se faire une carrière, et avoir cette reconnaissance institutionnelle que Hélène Berthaud en fait souhaitait pour ses successeurs. Et voilà, c'est quand même en tout cas des sculptrices qui ont compté, et qui donc étaient aussi à l'époque de Ruth Milles, à Paris, évidemment. Ça, c'est juste pour parler des sujets un peu, parce qu'on a aussi souvent cette impression que les femmes artistes ne font pas de nu au 19e siècle, qu'on doit attendre la modernité pour faire du nu. C'est faux. C'est encore plus faux en sculpture, parce que nous, on a quand même en sculpture des nus qui ont été faits par des femmes en fait. Donc ça rompt un petit peu avec cette idée reçue de les femmes ne pouvaient pas sculpter d'après le modèle vivant tout nu.
En fait, si. Et on a des œuvres même qui en témoignent. Du coup, donc comme vous pouvez le constater, ce jeune Gaulois prisonnier des Romains par Hélène Berthaud, on est en 1867, et vous voyez, elle n'a pas eu besoin d'aller à l'école des Beaux-Arts pour se former, en fait. Et Lucienne Nevelman qui fait cette... en plus, les deux sont achetés par l'État. C'est aussi pour ça que je l'ai mis, parce que ça vous montre qu'elles font aussi partie des collections publiques. Et notamment donc à Nantes, elle est exposée, ça c'est sûr. En tout cas, moi je l'ai vue l'an dernier, l'été dernier, et je pense qu'elle y est toujours. Et puis, voilà, cette Pax Armata de Lucienne Nevelman, qui fait quand même 2 mètres presque. Et puis, c'est un achat à l'artiste. Donc, il y a quand même. Je pense qu'on peut aussi relativiser cette ce non-accès aux femmes, le fait qu'elles se cantonneraient qu'à certains genres ou quoi. Au final, voilà, elles font du nu comme tout le monde, en tout cas comme les hommes. Et puis, c'est des sujets qui sont quand même assez forts. Enfin, je veux dire, jeune Gaulois prisonnier des Romains, voilà, il est pas en super posture. Et puis, la Pax Armata, maintenant, c'est au musée de l'Armée, en fait. Donc, voilà, on est quand même sur des sujets qui sont forts. Et puis, on a aussi des sujets, on a beaucoup parlé de bustes, on a aussi des sujets peut-être un peu plus, comment dire, de dimension un peu moins importante, mais qui sont aussi, vous pouvez le constater, hein, dans des collections publiques. On est très collection publique, au phare et même ici, je pense, en général. Madeleine Jouvray qui était exposée, voilà, Madeleine Jouvray qui était aussi dans l'entourage de Rodin, Camille Claudel, et qui a beaucoup été étudiée notamment par Anne-Laure Huet, qui a dédié son mémoire de Master 2 à cette sculptrice, et qui est présente vraiment dans les collections publiques et dont on n'entend pas trop parler, alors que c'est quand même une sculptrice, moi je pense, importante et intéressante, et qui avait notamment, je crois que c'est elle, hein, des liens avec une sculptrice finlandaise, je crois. Donc voilà, on voit aussi les liens entre les différentes nationalités dans l'atelier. Et voilà, donc Madeleine Jouvray qui a été exposée à l'exposition Où sont les femmes au musée, au Palais des Beaux-Arts de Lille l'an dernier. Et qui est vraiment un petit bijou, quoi. C'est un petit peu comme le buste de Ruth Milles. C'est vraiment, vous vous approchez, vous voyez tous les détails. Enfin, c'est très, je sais pas, moi j'ai toujours envie de les piquer, ce genre d'objet. Je vais pas le faire, hein, je vais pas le faire. Mais voilà, il y a quand même. Enfin, moi je trouve ça très séduisant. En tout cas, ça m'intéresse beaucoup. Et puis évidemment, ce Camille Claudel avec cette jeune femme aux yeux clos des années 1880. Donc quand elle est vraiment quand elle est à Paris, rue Notre-Dame-des-Champs, et qui est aussi une œuvre très forte des collections du musée Sainte-Croix à Poitiers, que je vous invite d'ailleurs à redécouvrir, hein, qui est exposée. Et puis, voilà, moi, mes 2 dernières slides, ça va être un peu ça, c'est cette frontière entre la sculpture et l'objet d'art. Vraiment les formats qui sont petits, mais qui ne sont pas. Enfin, le petit format, c'est pas réservé qu'aux femmes artistes, hein, c'est aussi, enfin, je veux dire, les hommes aussi utilisent le petit format, tout simplement parce que ça permet de passer par le système des galeries, notamment, et de la commande privée, parce que, tout simplement, c'est plus facile à mettre chez vous qu'une énorme sculpture d'un homme tout nu, la Pax Armata, là, qui fait 2 mètres de haut. Bon. Certes, ce sont des achats voilà, d'une certaine classe sociale, mais il n'empêche que c'est quand même plus pratique d'avoir chez soi, surtout dans cet esprit du bibelot, de la décoration fin 19e, où vraiment on a ce genre d'œuvres chez des particuliers. Et voilà, là je voulais juste mettre en relation deux œuvres que j'aime beaucoup. Personnellement, et que j'ai pas pu mettre dans mon texte du futur catalogue d'exposition sur Camille Claudel et ses contemporaines, mais qui, je trouve, représentent toutes les deux très bien aussi les sujets un peu de genre, comme ceux dont tu parlais, Linda, sur Ruth Milles notamment. Ici, vous voyez les causeuses, ce sont des femmes voilà, qui discutent entre elles. Moi, je trouve que c'est presque une œuvre
sonores, en fait, presque on les entend chuchoter, quoi. Et puis, voilà, je voulais la mettre en regard de cette sculpture de Francis Bessie Burleson qui s'appelle The Gossips. Donc, ouais, les bavardages, les potins, les ragots. Et que, voilà, je trouve assez, oui, assez aussi intéressante, même si, voilà, les compositions ne sont pas les mêmes. Évidemment, là, on n'a pas non plus le même style. On a quelque chose de peut-être un peu plus rigide chez Francis Bessie Burleson. Mais vous voyez que c'est un peu le même esprit, en fait. Et je trouve que ces scènes de genre ont aussi voilà, un certain charme. Et je pense que l'œuvre de Ruth Milles aussi s'inscrit dans ce genre d'objets qu'on pouvait voir chez des collectionneurs et qui voilà, étaient très bien dans des intérieurs 19e. Et puis, comme tu le disais aussi, Linda, sur Ruth Milles, elle a travaillé finalement elle a produit du travail d'édition, en fait, finalement, enfin, quelque chose un peu, comment dire, de la production commune, enfin, oui, je ne saurais pas comment le dire autrement, mais c'est juste pour vous dire que finalement, il y a certaines sculptrices qui ont aussi travaillé avec d'autres corps de métier. Donc notamment Émile Muller, lui était aussi un céramiste. Il a contribué voilà, à l'édition de certaines œuvres de sculptrices et de sculpteurs. Et d'ailleurs, vous pouviez même choisir sur catalogue voilà, une céramique ou une édition en grès. Donc ici, peut-être que vous ne lirez pas, mais en tout cas, ici, vous avez une œuvre de Jeanne Itas, Mater Dei. Et ici, vous pouvez choisir, on est vraiment sur catalogue, hein, voilà, à 250 francs, vous avez une terre cuite qui va faire 75 grammes, je pense, que c'est quand même des grammes, c'est pas des kilos. Ou alors vous allez avoir un grès pour 500 francs, et puis voilà, en fonction de la hauteur et tout change. Et ça, en fait, ça participe voilà, à diffuser finalement l'œuvre de la sculptrice. Et ça avait quand même un certain succès. En tout cas, Muller, il a aussi donc il a collaboré avec Janitas, mais aussi avec Charlotte Besnard. Vous voyez là cette céramique polychrome. En fait, c'est du grès, oui, polychrome, qui peut-être de nos jours, voilà, on n'aurait peut-être pas ça chez nous, mais en tout cas, ça existait, c'était collectionné et ça permettait aussi de gagner de l'argent en fait. Donc c'est quand même hyper pratique d'un point de vue économique pour ces sculptrices. Donc voilà, en gros, je vais m'arrêter là, mais voilà, j'ai essayé un petit peu de tirer des fils avec Ruth Milles. Et je ne sais pas si vous avez des questions ou si ça vous inspire quelque chose ou si vous n'êtes absolument pas convaincu par la sculpture. Dans ce cas, vous aurez tort. Mais voilà, en tout cas, on a trouvé ça assez intéressant de partir de cette super sculpture qui est vraiment comme un petit bijou, quoi. En plus, on se faisait la réflexion encore tout à l'heure que euh, cette couleur, finalement... C'est un bronze doré, je pense. Ouais, c'est un bronze doré, c'est pas un bronze sans patine. Non. C'est vraiment... On a confirmé, oui. J'ai jamais vu ça. C'est très... Ouais, c'est très singulier en fait. D'ailleurs, dans les exemples que moi j'ai montrés, c'est du bronze patiné hein, qui a cette couleur un peu choco ou voilà. Et là, je trouve qu'on dirait vraiment un bijou quoi. Il y a un côté bling bling que moi j'aime bien. Mais voilà, on se faisait cette réflexion sur la couleur. Donc je sais pas, voilà, si c'est fini. Donc, si vous voulez intervenir ou quoi, ou échanger, ou Madame Dubois, si vous voulez nous raconter comment est-ce que vous l'avez trouvé ou pourquoi est-ce que vous l'avez trouvé. Franchement, moi, ça me pose aucun problème. Vous poussez au crime parce que je m'étais dit, cette fois-ci, je ne vais pas intervenir. Nous, on a envie que si, donc allez-y. Bon, alors, oui, elle est magnifique, mais elle était moins belle quand je l'ai achetée. Elle a été restaurée et justement, ce côté frais, et doré,
lui donne une dimension. Enfin, l'artiste devait beaucoup aimer cette œuvre-là pour l'avoir traitée comme ça, dans cette couleur et cette matière. Alors, en fait, c'est tout bête. Moi, quand je l'ai acheté, j'ai cru que c'était une petite bretonne. Et comme j'adorais Gauguin dans ma jeunesse, je me dis, c'est peut-être une femme sculptrice, pardon, qui a été en Bretagne et puis qui a connu Gauguin. Mais Elle a été en Bretagne, mais je ne sais pas si oui, mais c'est possible que ça soit une. Justement, les titres, on ne le sait pas tout à fait. oui. Puis, ça peut être une. Je une crois que Bretonne. Gauguin était marié à une Suédoise. Danoise, non? Danoise, oui. Une danoise. Une Oui, oui. Danoise, pardon. Une Danoise. Bon, Oui, et Gauguin, en fait, il y a un lien avec la Suède parce qu'il a habité dans le même immeuble qu'une autre, mais c'était un peu avant que Ruth Milles arrive en France. À rue vers Saint-Gétorix, à Paris. Et l'autre femme sculpteur, elle s'appelle Ida Eriksson Mollard. Elle a été mariée à un Norvégien français, William Mollard. Et toutes les deux, ils sont tenus un salon où il y avait toutes les Scandinaves qui fréquentaient, et même des Français aussi. Et Gauguin, il habitait dans le même immeuble. C'est possible qu'il y ait un lien. En tout cas, il y a un lien avec les Scandinaves, avec oui, Gauguin. c'est tout à fait possible parce que de toute façon, vu comme il s'habillait, Gauguin, il passait pas inaperçu. Et puis, il avait quand même une forte personnalité. Alors, je voudrais... C'est tout ce que j'ai à dire sur cette œuvre-là, que je trouve délicieuse, vraiment magnifique. Mais par contre, je voudrais faire ressortir que sous la Troisième République, il y a eu une politique éducative de sculpture en grande quantité à Paris, qu'on retrouve encore sur les édifices à l'Hôtel de Ville et partout, absolument partout, des bronzes, des pierres. Et d'ailleurs, la Troisième République avait tellement envie de mettre en œuvre sa nouvelle éducation populaire par l'art, qu'elle a traité les sculpteurs, y compris communards, parce que les communards ont été dispersés, déportés, mais les sculpteurs ont été traités de manière particulière. C'est-à-dire qu'ils ont été exemptés de déportation, même s'ils avaient été communards. Alors bon, voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Donc, il y a eu une grande époque de sculpture sous la Troisième République. Et ça a duré jusqu'à la guerre de 14, parce qu'après, à la guerre de 14, nouvellement de cette politique, avec la multiplication des monuments aux morts. Voilà. Alors après, bon. Oui, monuments aux morts d'ailleurs auxquels ont participé des femmes, enfin des sculptrices ont aussi réalisé des monuments aux morts. Je ne savais pas. Oui, elles ont aussi participé à cette, oui. à cette mémoire. Et c'est très intéressant ce que vous dites sur la production de la sculpture sous la Troisième République. C'est Maurice Agulon qui parle de statuomanie. Donc, il y a, effectivement, on va faire plein de sculptures dans l'espace public. D'ailleurs, très peu de femmes, très peu de grandes femmes, notamment. Mais c'est vrai que les sculptrices aussi participent à ce mouvement. C'est ce que démontre d'ailleurs Marianne Sterks dans sa thèse. Elle montre qu'en fait, des sculptrices ont aussi contribué à la statuaire publique et qu'on peut encore en voir quelques-unes encore maintenant, même s'il y en a certaines qui ont été fondues, notamment pendant la Seconde Guerre mondiale, parce qu'il fallait récupérer le bronze, important. Donc, non, tout à fait, vous avez raison sur aussi la commune. Enfin, moi, je pense évidemment, alors là, c'est peut-être un peu plus de niche, mais Jules Dalou, notamment, il a quand même, il était communard, il a fui Paris pour aller en Angleterre, et en Angleterre il a d'ailleurs enseigné dans une école de sculpture, je ne vais pas rentrer dans les détails,
Mais il a eu un grand impact, en tout cas, sur la sculpture anglaise à ce moment-là, parfois même peut-être plus que Rodin. Enfin, je sais pas, mais voilà. Donc effectivement, ce que vous dites sur les sculpteurs sous la Troisième République, c'est aussi là où on observe le plus de sculptrices aussi au salon, notamment. Ouais. Oui, merci beaucoup, c'était passionnant. Je voulais reparler de la formation et des écoles, ça a déjà été étudié, mais ça fait écho à l'actualité de l'école d'art de Grenoble en ce moment, qui en fait a été initialement créée par le legs d'une femme, d'une donatrice, qui déjà en 1892 avait inscrit dans son testament qu'elle voulait, enfin là j'ai la pièce du testament, que soit créé. En fait, elle avait fait don de sa fortune elle n'avait pas d'héritier, elle n'avait jamais été mariée. Elle a fait don de sa fortune à sa nièce, mais il se trouve que sa nièce, avec des consignes en disant qu'il fallait qu'elle utilise cet argent seulement pour telle et telle raison, qu'elle donne surtout pas d'argent aux mendiants parce qu'elle les déteste. Enfin, c'est ce qu'elle dit. Donc c'est quand même un certain... Bon, voilà, une femme avec des convictions particulières, mais elle, bon, à sa décharge, elle dit donc qu'elle veut, après la mort de ma cousine, je désire que ma fortune serve à fonder une école de dessin, peinture et sculpture à Grenoble pour les jeunes filles, et un concours annuel avec 1 ou 2 prix d'encouragement pour elles. Et donc c'est assez, ça vient vraiment aussi à ce moment-là. Berthe de Boissieu meurt en 1908, sa cousine est morte en 1907, donc, et l'école de Grenoble est créée en 1913. Et ça a été oublié complètement, que c'était initialement une école pour femmes. C'est devenu une école municipale, mais c'est une école des beaux-arts. Et aujourd'hui, donc, elle réouvre, et il a été question de savoir comment on allait nommer les salles, parce qu'on donne toujours des noms aux salles. Et il y a eu un gros chantier avec les étudiants, et donc ce seront des noms d'artistes femmes en fait, qui seront donnés au nom des salles en l'honneur de cette histoire. Mais c'est voilà, c'est pas Paris, mais non, mais c'est l'histoire des écoles en région. C'est vraiment quelque chose de déjà passionnant, super, et d'hyper important. On l'a vu notamment avec Jeanne Pouplet et l'école des Beaux-Arts de Bordeaux. Je dis ça sous la vigilance d'Anne Rivière qui a beaucoup travaillé dessus, mais il y a des sculptrices qui sont d'abord formées en région. Dans ces écoles-là, je sais que par exemple pour Limoges, il y a eu aussi un gros travail qui a été fait de mémoire comme ça, et on se rend compte que il y avait des femmes y avaient aussi accès. Donc c'est vraiment des mémoires importantes. Oui, et là au-delà de ça, c'est l'école est réservée aux femmes. C'est une école des beaux-arts, dessin, peinture, sculpture, ouais, pour femmes exclusivement à ce moment-là. Donc c'est assez pépite. Et par contre, c'est complètement tombé dans l'oubli. Oui. On redécouvre cette histoire-là, parce qu'après l'école a changé les directions. Enfin voilà, les hommes sont arrivés. Et c'est assez intéressant. Et des peintres, effectivement, ou sculptrices formées à Grenoble montent ensuite à Paris faire carrière. Mais voilà, ça fait écho avec cette... Ça, c'est clair que c'est hyper important. Moi, je le vois dans les différences entre l'Angleterre, le Royaume-Uni et la France. Parce qu'en France, on parle souvent de l'école des beaux-arts, mais il faut toujours bien dire école des beaux-arts à Paris. Parce qu'on est un État qui est très centralisé. Par exemple, par rapport au Royaume-Uni, où vous avez Édimbourg, Glasgow, Manchester, Londres, effectivement, mais qui forment en fait à l'art. En France, on est focalisé sur Paris et l'historiographie aussi. Alors que, en fait, moi, c'est ce que j'essaie un peu de faire, notamment dans ma thèse, parce que je me suis rendu compte que dans mon sujet de thèse, le titre, c'est « En France et au Royaume-Uni ». Je suis genre, ok, mais la France, c'est pas Paris. Donc, du coup, j'ai fait cet effort, et je parle d'effort parce qu'en fait, pour les documenter, ces carrières de ces sculptrices qui viennent des régions, c'est pas si évident, parce que d'ailleurs, souvent, ces écoles ont plus d'archives ou n'ont pas, il y a eu des déménagements, etc. Et c'est une mémoire qui se perd, quoi.
Donc je pense que ça fait partie des prochains chantiers à entreprendre parce que c'est hyper important. Cette école, ça fait 30 ans qu'elle doit être restaurée parce qu'elle était dans un état lamentable. Elle réouvre en septembre avec des nouveaux murs et des nouveaux noms. Et voilà. Oui, ouais. Et donc l'histoire de Berthe de Boissieu et de ce legs, en fait, il y réapparaît que maintenant avec cette restauration. On va prendre une dernière question. 2 dernières questions rapides. Merci à toutes les deux pour cette communication. J'ai une question de terminologie pour vous, parce qu'on en a parlé rapidement par mail, sur la question de l'appellation justement de ces femmes qui font de la sculpture, sculptrices, femmes sculpteurs. On a dit les deux aujourd'hui. Quelle est votre position là-dessus et quelles sont les différences surtout entre le français et le suédois aussi sur ce sujet-là? Oui, on en a discuté. Moi, quand j'ai fait l'exposition et aussi la publication, il y a quelques années, on a délibéré, c'est un mot difficile, deliberately, on a exprès fait l'appellation sculpteur. Parce que justement, parce que c'est un mot neutre. Et aussi que sculpteur en suédois et sculptor en English. Et aussi parce qu'il y avait les deux, en tout cas avec les Suédois, ils s'appelaient parfois des sculpteurs aussi, et dans les registres aussi, c'était nommé sculpteur ou bildhuggare, tailleur de bildhaueren. Justement, le titre de l'exposition, What Joy to be a Sculptor, quelle joie d'être sculpteur, c'est en fait une citation d'une autre sculptrice qui s'appelait Ida Matton, et elle écrit dans son journal un jour, en fait, je pense qu'elle est à Paris, elle dit quelle joie d'être sculpteur, justement, parce qu'elle avait une bonne journée de travail, et comme ça, on l'a choisi pour le titre exprès, pour que ça soit aussi, quand on le voit, on ne sait pas si que c'était une expression uniquement sur les femmes. C'était le sous-titre, mais juste le mot pour ouvrir et parce que aussi c'était aussi l'appellation est moins diminuant, si on peut dire, que sculptrice peut-être aujourd'hui, le sonore en tout cas en suédois. Sculptrice, ça ne se dit pas en suédois. Oui, alors que, moi, par exemple, j'utilise sculptrice déjà parce que je me base sur le dictionnaire des sculptrices d'Anne Rivière, donc, qui a été publié en 2017. Et surtout, en fait, parce que ça me prend moins de signes dans ma thèse, ça me prend moins de caractères, c'est moins lourd, parce que là, j'ai 600 pages, et vraiment, avoir femme sculpteur tout le temps, voilà, déjà, vous tapez 600 pages, plus voilà, des redondances, des trucs comme ça. Et surtout, en fait, parce que moi, je féminise, parce que on dit auteur, autrice. Alors, il y a plein de gens qui me disent « Ah ouais, mais c'est trop moche, tout. » Moi, il y a plein de mots en langue française que je trouve très moches, mais c'est pas pour autant que je vais pas les dire. Par exemple, j'aime pas le mot « croûte ». Ben, je vais quand même le dire. Enfin, une croûte de fromage, voilà. Bon, et j'adore les croûtes de fromage au demeurant. Enfin, voilà. Donc, pour moi, en fait, il faut être très détendu par rapport à ça. Moi, par exemple, ce qui me choque un peu, c'est que quand je vois, parce qu'il y a une place Camille Claudel à Paris, dans le 15e, à l'arrêt Falguière, et en fait, moi, je suis choquée de voir Camille Claudel sculpteur, parce qu'en fait, déjà, Camille, ça pourrait être un homme, donc voir Camille Claudel sculpteur, bof. Donc du coup, voilà, moi sculptrice, il me va très bien, je suis très à l'aise en le disant et je suis très à l'aise pour le défendre. C'est comme on dit lecteur, lectrice, bon bah voilà. Mais je pense que c'est une différence de langue quand même, parce que nous aussi, n'avons pas cette oui, différence entre masculin et féminin. C'est clair, parce que par exemple, moi en anglais, j'avais demandé à Tamar Garb, justement, si on devait dire women sculptor ou female sculptor. Alors, surtout pas female sculptor, sachez-le, et encore moins sculptress. Alors que moi, parfois, dans les journaux, dans les journaux de l'époque, je peux trouver sculptress. Et bon, voilà, du coup, je ne l'utilise pas dans le langage contemporain, quoi, mais d'un point de vue historique, c'est des choses qu'on peut trouver. Et par exemple, pour le 19e, effectivement, moi, je ne trouve pas souvent sculptrice. Je trouve femme sculpteur ou aussi statuaire,
qui est mieux, je trouve, parce que voilà, c'est un peu neutre, quoi. Enfin, voilà. Et surtout, il y a un truc un peu anoblissant, finalement, statuaire. Enfin, je trouve. Après, c'est très personnel, mais c'est vrai que moi, c'est quelque chose que je dois justifier dans ma thèse, par exemple. Pourquoi est-ce que je dis sculptrice? Alors que, en fait, moi, c'est un truc, voilà, qui me semble très naturel, en fait. Voilà. Je voudrais juste dire que les mots ont une histoire, enfin une vie. On trouve un mot nouveau parce qu'il n'est pas usité. Au Moyen-Âge, on appelait les peintresses, il y avait des peintresses. Et ça passait très bien. Ça prouve qu'il y en avait, d'une part. Et deuxièmement, maintenant, si on disait peintresse, ça ne plairait pas du tout. Les mots changent et évoluent. Puis par exemple, moi je parlais avec une sculptrice contemporaine et quand je disais oui, sculptrice, machin, elle me disait alors moi je préfère sculpteur ou sculpteur. Et après, je pense que chacun est libre. Mais oui, enfin, moi ce qui m'agace beaucoup là-dedans, c'est quand on pose des questions sur la féminisation en fait, des emplois, des métiers, etc. Parce que pour moi, ça n'a. Enfin bref, pour moi, il n'y a que l'Académie française qui est capable de nous casser les pieds pour ce genre de trucs. Et je rappelle que l'Académie française n'a toujours pas dans son dictionnaire le mot sculptrice. Ça ne fait pas partie des recommandations et en même temps, l'Académie française n'a aucune autorité. Donc concrètement, moi, ça ne me dérange pas de dire sculptrice. Je pense qu'on peut tout dire. Ouais, sur Word aussi. Ouais. Moi, j'ai rentré dans mon dictionnaire sur Word sculptrice parce que j'en ai marre. Mais voilà, je pense qu'il faut être détente par rapport à ça. Et une dernière question. Oui, moi j'avais une petite question qui recoupe les réflexions que vous avez eues à la fin sur la question de la couleur et notamment ce masque de Janitas qui a été édité par Müller, qui a pu faire aussi un masque de Wagner qui a été édité en différentes couleurs. Et de ça, je me demandais, alors tu as dit qu'il y avait le choix du poids. Et je me demande, est-ce qu'il y avait le choix de la couleur quand on commandait l'œuvre? Et alors, c'est pour Janitas, mais peut-être de manière plus générale, dans la sculpture d'édition, est-ce que c'était quelque chose que l'on pouvait commander? Alors, je ne suis pas très, très bonne là-dessus. Je vais être très décevante parce que je ne sais pas trop, mais j'imagine que oui. Parce que, par exemple, le Charlotte Besnard, il existe donc dans cette polychromie, mais aussi dans une autre polychromie un peu plus terre cuite. Je pense que oui, on pouvait moduler vraiment. Enfin, en fait, ça m'étonnerait pas que ce soit le cas. Peut-être que Anne, vous avez plus d'avis que moi là-dessus, mais je pense que. À partir du moment où on rentre dans les questions économiques, l'artiste, suivant son contrat, peut avoir peu de choses à dire sur ce qui se passe avec son œuvre. Il touche de l'argent pour avoir fourni le modèle, et après ça, l'industriel, l'établissement Müller peut créer dans toutes les couleurs, dans toutes les tailles. Ça dépend terriblement du contrat que l'artiste a pensé à faire. Merci. Je me permets, je profite qu'Anne ait pris le micro. Ça va être très très rapide. C'était juste pour remercier Eva du moment de promotion de l'exposition Autant de Camille Claudel, être sculptrice à Paris, donc qui ouvrira en septembre prochain au musée Camille Claudel et ensuite qui ira au musée des Beaux-Arts de Tours et à Pont-Aven en Bretagne. Et juste donc précision, parce que ça croise une question qui s'était posée au cours de ton intervention, Linda, sur s'il y a d'autres sculptures de Ruth Milles dans les collections publiques françaises. Oui, il y en a une autre, un buste d'une jeune bretonne qui est identifié, qui est au musée des Beaux-Arts de Quimper, qui est aussi en bronze doré et qui sera exposé justement dans notre exposition itinérante en 2025, en 2026. Fantastique. Voilà. Parfait. Trop bien. Donc il y a 2 Ruth Milles dans les collections publiques. Trop bien. Merci beaucoup. Merci beaucoup Eva et Linda. Merci à toutes et à tous. On va conclure très rapidement cette première journée des rencontres avec Anouk Chambard, qui est donc une membre du collectif Phare. Et moi-même, ça va prendre 2 minutes, mais c'est important de conclure. Oui, merci à toutes et à tous pour ces interventions, vos questions. Merci beaucoup Eugénie pour ces interventions super éclairantes sur le processus de sélection des œuvres et leurs histoires. C'était vraiment un plaisir d'avoir ce complément d'information et de voir toutes ces thématiques un peu transversales qu'on a vues là
se développer au cours de vos interventions et de vos questions, et qui, il me semble, vont anticiper un certain nombre de questions qu'on va se poser, qu'on va continuer à se poser demain en étudiant une autre facette de la collection. Aujourd'hui, on a parlé de la peinture, des arts décoratifs, de la sculpture. Demain, on va parler des arts de la reproduction, comme on dit, donc la gravure, l'illustration, la photographie, qui sont évidemment aussi des champs où se sont inscrits les femmes. Donc on a hâte de continuer cette exploration, ce regard sur la musée demain avec vous. Et pour la poursuite des festivités, je vous invite à aller à l'accueil du musée pour un apéritif festif avec un DJ set de Safi qui commence à 17h30, donc incessamment sous peu. Pour y accéder, vous pouvez passer par le couloir auquel vous accédez en sortant de l'auditorium à gauche, en descendant les escaliers. Si vous souhaitez passer dans l'exposition avant la fermeture des salles du musée à 18h, vous le pouvez. Vous pouvez y accéder gratuitement, mais on vous demande quand même, pour des raisons de comptage et de sécurité, de bien vouloir prendre un billet gratuit à l'accueil du musée avant d'accéder à l'exposition. Vous pourrez également la visiter demain pour celles et ceux qui reviennent demain. Et sinon, on vous donne rendez-vous demain matin à 9h. Je tiens à remercier tous les participants et participantes à cette première journée, tous les spectateurs et spectatrices également, l'équipe du musée, mais aussi l'entreprise TDLEC qui assure la captation vidéo aujourd'hui et demain et qu'on remercie beaucoup. Voilà, merci à vous.